Bon, bah, merci d'être resté. C'est qu'on n'était pas trop à côté du sujet sur la première table ronde. On va continuer sur le thème de l'économie circulaire avec un volet éco-conception en prenant en compte toutes les phases du cycle de vie. Et donc, on a pour cette table ronde toujours Amélie et moi en co-animation. Et puis, donc, Basile Gentil, qui est cofondateur de Nomad Surfing. Gaël Lavaux, qui est fondateur CEO de Gazeltech. Et Samuel Degrémont, cofondateur et directeur général de Gobilab. Alors juste avant de démarrer, peut-être pour faire le lien, on l'a vu, en fait, on est sur des entreprises qui sont pour le coup nativement circulaires. Et c'est un peu avec l'INEC ce qui venait en fait générer l'envie de faire une étude sur l'industrie circulaire, c'est de se dire mais pourquoi les modèles industriels qu'on voit et qu'on a vu juste avant qui sont hyper pertinents parce qu'on est sur une industrie qui est très locale, qui est sur une ressource qui est pensée et réfléchie pour pas ou dégrader l'environnement et la planète, qui est sur l'innovation de rupture. Quand on voit avec 400 planches par an versus 400 planches par jour, on devient hyper compétitif. C'est-à-dire qu'on est connu dans le monde entier alors qu'on en fait 100, 200, 300, 400 fois moins de produits. Donc, pour une start-up industrielle, c'est un truc un peu rêvé, quoi. C'est-à-dire qu'en quelques années, on fait pop-up et on est connu dans le monde entier. Donc, c'est une industrie qui est super compétitive et super intéressante sur tous les plans. Et donc, qu'est-ce qui fait que ces modèles-là ne sont pas répandus dans toute l'industrie traditionnelle? Parce que nous, au PO, on accompagne des industriels depuis plus de 10 ans. Et quand moi, j'ai découvert il y a 3-4 ans ce type d'entreprise-là, je dis, mais merde, j'en avais jamais vu, quoi. Donc, on est vraiment sur une entreprise des modèles qui sont des modèles de pionniers. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir avec, entre guillemets, le monde d'après, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises traditionnelles qui y vont de façon beaucoup plus forte. Donc, il y a l'exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais de Renault Afflin avec la Refactory, qui annonçait 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici à 5 ans. Et ben, ça résonne dans tous les milieux industriels. C'est-à-dire que j'ai d'autres industriels qui moi, m'en parlent. Parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est un nouveau modèle qui est, quand on n'arrive plus à vendre du neuf aujourd'hui, parce qu'on a des ruptures d'appro où il faut 9 mois pour vendre du neuf, et qu'en fait, l'occasion reconditionnée ou remanufacturée à 30% du prix et garantie pendant 1 an devient super compétitif, on a envie de remettre la main sur ces outils industriels, sous ce qu'on a pu vendre, pour le remettre dans des boucles de revalorisation. Donc il y a un mouvement qui, on l'espère, s'amorce de façon plus large qu'avec les pionniers. Et la conviction qu'on a, c'est que l'industrie linéaire, moi j'appelle ça, c'est un peu une industrie zombie, quoi. C'est une morte vivante. Donc elle n'a plus beaucoup de temps potentiellement à vivre parce que les consommateurs poussent de plus en plus en B2C pour d'autres types de produits. Quand on est en B2B, on n'a plus la matière. Donc on veut aller vers récupérer les produits qu'on a vendus pour aller vers l'économie de la seconde main. On a vu aussi, côté réglementaire, beaucoup de choses vont changer. Bref, est-ce que demain, vous avez envie de bosser pour une boîte qui source des produits en Chine, achetés par des brokers, et vous ne savez pas qui l'a fabriqué? Donc en fait, tous ces éléments-là vont progressivement amener tous les secteurs industriels à se transformer. Il y aura la question de la vitesse, comme on l'a vu, mais en tout cas, c'est un mouvement qui commence à prendre et qui va être un peu dans le... La question, c'est pas est-ce qu'on va y aller ou pas, plutôt c'est le quand. Et une des réponses pour ceux qui s'engagent tous les jours dans l'industrie, c'est vaut mieux y aller maintenant que d'attendre qu'il soit trop tard pour y aller. Donc là, on va avoir trois autres exemples, parce qu'en fait, ce qui est au cœur de ces nouveaux modèles, c'est justement de les designer, ces nouveaux modèles. Et donc et par le mot éco-conception, on va être un peu provocateur avec l'éco-conception, mais il y a 2 autres chiffres qui sont intéressants qui ressortent de l'étude, et c'est qu'on a plus de 95% des industriels qu'on a interrogés dans l'étude qui font de l'éco-conception. Donc on pourrait se dire, rien de neuf sous le soleil, etc. Par contre, quand on regarde l'éco-conception, nous, on l'a décliné en une quinzaine de thèmes. Si on veut prendre l'ensemble du cycle de vie produit, vous avez produire en consommant moins d'énergie, en consommant moins de matière, mais il y a aussi avoir des matériaux biosourcés, par exemple. Ou est-ce qu'on a conçu un produit pour qu'il soit réparé? Un iPhone, c'est pas super réparable, par exemple.
Est-ce qu'on a conçu un produit pour qu'il y ait une traçabilité pendant 10, 15 ans? Au-delà de ça, est-ce qu'on a conçu un produit pour qu'il dure 150 ans? Ou est-ce qu'on a conçu pour qu'il dure 5 ans? Donc il y a tout un tas de dimensions qui vont plus loin que ce que les 95% des personnes font en éco-conception. Et en fait, quand on regarde les entreprises qui vont vraiment travailler sur l'ensemble du cycle de vie des produits, il y en a moins de 10%. Donc l'éco-conception, c'est très connu. Ceux qui sont aussi du coup des pionniers, parce que moins de 5 ou 10% des gens, c'est un peu des innovateurs, des défricheurs. Voilà. Et donc là, c'était ça que j'ai beaucoup aimé avec vous, donc je vais vous donner la parole. C'est qu'on a aussi 3 exemples là, sur 3 produits et sur 3 démarches différentes d'entreprises qui ont justement essayé de prendre tout ce cycle de vie dans le design de leurs produits et dans leur approche et le design de leur modèle. Et donc c'est intéressant voilà, de partager tout ce que ça révèle derrière. Donc on va commencer par toi, Gaël. Donc en quelques mots, GazelTech déjà, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. GazelTech, c'est une start-up bordelaise déjà qui a été créée en 2014 et qui s'est donné pour mission de donner accès à tous à une mobilité durable. Donc en fait, on est constructeur automobile, mais pas de véhicules classiques, de véhicules qui consomment 40% de moins, quelle que soit leur consommation, parce qu'on est parti d'un constat très simple qui est que les 3/4 de la consommation d'un véhicule, c'est son poids. Et donc, si jamais on veut pour continuer à se déplacer dans les années qui viennent, vu la part que représente le transport dans notre consommation quotidienne d'énergie, c'est à peu près 20% au niveau français, et ben, il va falloir, c'est juste après en fait l'habitat, et donc il va falloir qu'on agisse également sur ce levier si on veut aller dans le sens de la transition énergétique et écologique. Et donc on a développé une technologie de châssis entièrement en matériaux composites qui permet d'une part d'alléger le véhicule drastiquement tout en conservant son confort et sa sécurité, et d'autre part de pouvoir envisager un modèle industriel de rupture avec un assemblage local des véhicules. En gros, on est un peu l'IKEA de la voiture. On envoie des kits chez des partenaires qui vont être évidemment formés, assermentés et tout ça, chez qui on livre des micro-usines à base de containers aménagés. Et ensuite, ils vont pouvoir assembler localement ces véhicules et donc créer des emplois sur les territoires qui utilisent ces véhicules. Et donc on est sur donc déjà il y a un modèle qui est intéressant, c'est qu'on parle de design produit, mais il inclut aussi un design de modes de fabrication différents aussi. Et alors moi ce que j'aime bien, c'est alors dans l'industrie on parle beaucoup de Tesla. Et si on compare juste, puis je veux bien te faire réagir à ça, mais Tesla, on est sur des voitures qui demain devraient être autonomes. Donc il y a beaucoup de technologies, on est sur de l'high-tech, on est sur des gigafactories. Donc toi, tu parles déjà de micro-usines. Tes voitures aussi sont partagées versus autonomes. Donc c'est intéressant aussi de comprendre en termes de technologie qu'est-ce que ça change. Et tu disais aussi que dans le mode de fabrication, tu n'es pas sur une fabrication à la chaîne. Donc sur ces aspects technologie et fabrication qui font partie du design de produits, quel parti pris tu as pu prendre? Alors c'est vrai que moi j'ai un parcours dans l'automobile où j'ai vu des très grands constructeurs et des plus petits. Et j'ai notamment assisté au passage de l'assemblage par poste. Donc un bonhomme monte un véhicule à un assemblage en chaîne, un bonhomme monte 1/10 du véhicule, puis il passe au suivant qui monte la moitié, et puis l'autre dixième, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai été très surpris de voir qu'en fait, la productivité en chaîne était inférieure à la productivité par poste. Donc pour moi, c'était hallucinant. Simplement, la logique de l'assemblage par poste, c'est qu'on va segmenter le travail, donc on le rend moins intéressant pour l'opérateur. Par contre, l'opérateur devient interchangeable, c'est-à-dire qu'on le forme facilement, on le remplace, voilà. Et nous, on est vraiment dans une approche complètement différente, on parle parfois un peu d'artisanat industriel, où on va au contraire redonner tout son sens au travail de nos compagnons, des micro-usines qui assemblent des véhicules et qui seront capables d'assembler un véhicule de A à Z. Et ça, c'est pour nous vraiment central parce qu'on parle d'éco-conception, mais je pense que l'humain doit vraiment être au centre également du futur de l'industrie. Et pour nous, ça, c'est un moyen très puissant de pouvoir réintéresser les gens, redonner du sens à leur travail, et du coup, par ricochet,
diminuer tout un tas de facteurs négatifs comme l'absentéisme, le fait que je fais mon boulot en fichant à moitié parce que de toute façon il n'a pas de sens et que je passe ma journée à mettre des bouchons toujours les mêmes, les 10 à la suite et puis je vois passer des voitures. Là au moins j'ai du sens dans ce que je fais et du coup ça, c'est pour nous et c'est ce qu'on espère pouvoir montrer dès l'année prochaine quand on va lancer la production. On pense qu'on va vraiment avoir un gain très significatif à la fois dans l'implication de nos compagnons et dans la productivité de cet assemblage. Et sur le volet high-tech d'une Tesla, est-ce que toi, tu es sur ce modèle-là ou tu es plutôt sur un volet différent? Alors, non, ouais, on est à peu près à l'opposé en fait de la Gigafactory. Parce que comment dire, la Gigafactory, c'est un peu la logique de l'ancien monde, du capitalisme gourmand qui va justement aller chercher toujours le travail le moins coûtant dans le pays où la main-d'œuvre est la moins chère. Nous, on est vraiment dans une logique complètement différente où au contraire, on veut créer des emplois là où les produits sont utilisés. Alors on se dit, ok, alors pour fixer un peu les ordres d'idée, une micro-usine, c'est quoi? C'est à peu près 6 containers aménagés qui peuvent produire jusqu'à 200 véhicules par an et qui créent une dizaine d'emplois à chaque fois qu'on en met une quelque part. Donc on dit, ok, 10 emplois, c'est pas ça qui va changer la donne. Sauf que on a fait un petit calcul sur la métropole bordelaise. Donc la métropole bordelaise, aujourd'hui, c'est 500 000 véhicules qui sont renouvelés tous les 10 ans. Donc ça fait à peu près 50 000 véhicules par an à produire. Et bien, pour assembler ces 50 000 véhicules par an, ça créerait 4 000 emplois rien que pour l'assemblage des véhicules. Donc imaginez un peu ce que ça donnerait si on faisait la même chose avec tous les produits qu'on consomme au quotidien, avec l'électroménager, l'ameublement et tout ça. Donc pour nous, c'est vraiment un modèle de rupture à la fois dans l'organisation, parce que ça demande une supply chain un peu particulière, une organisation et des technologies. Aujourd'hui, l'industrie automobile ne peut pas faire ce qu'on fait, parce que leur technologie de châssis, c'est 300 pièces en acier qu'il faut placer très précisément, souder, passer dans des bains de cataphorettes, c'est des investissements colossaux et qui ne seraient pas rentables. Et nous, en fait, notre technologie de châssis nous permet d'avoir seulement 10 pièces qu'on peut assembler n'importe où et sans outils en 1 heure. Donc on envoie les 10 pièces, on les remonte et après on remonte les véhicules comme les autres manuellement dans nos micro-usines. Donc ça demande, en fait, pour pouvoir mettre en place ces modèles, ça demande de... Alors nous, on y est venu clairement en cours de projet parce que la contrainte en fait que après pour faire notre premier prototype, on n'avait pas de moyens, donc on l'a assemblé dans un garage. Et avec très peu de pièces parce que on n'avait pas non plus beaucoup de moyens puis que c'était faisable en changeant de matériaux. Et puis en fait, on s'est dit mais c'est génial ce truc-là, c'est-à-dire qu'on peut créer des emplois partout et on a développé ensuite ce modèle de micro-usine. Mais pour des entreprises et des industries déjà installées, si c'est pas pris en compte dès le début, il y a des goulots d'étranglement qui font que c'est pas possible d'avoir ce genre de modèle. Et pour nous, c'est vraiment le modèle beaucoup plus flexible, c'est-à-dire qu'une micro-usine, si demain on produit moins de véhicules à un endroit, on la ramène, on la réinstalle ailleurs. C'est un investissement beaucoup plus réduit, donc moins risqué. Ça crée de l'emploi local, ça crée de l'intérêt, ça crée aussi de la confiance auprès des consommateurs que le produit soit fabriqué à côté de chez vous. Donc pour nous, ça n'a que de ce qu'on en voit maintenant, ça n'a vraiment que des avantages. Oui. On garde du temps, mais notez-les bien. Une question sur les matériaux. Tu disais que là, tu es sur des matériaux composites aujourd'hui qui ne sont pas recyclés parce qu'il n'y a pas encore assez de gisements suffisants, etc. Comment, dans le futur, tu penses évoluer vers une circularité encore plus complète? Alors effectivement, là, jusqu'à présent, j'étais un peu à côté de l'éco-conception, ou au sens large, on va dire. Quand on a lancé le projet en 2014, il y avait très peu de matériaux à la fois biosourcés ou recyclables qui existaient. Donc on a pris ce qui existait sur étagère. Mais par contre, ces matériaux existent maintenant. Et donc l'avenir de la Gazelle, qui aujourd'hui est faite en fibre de verre, qui n'est pas un truc extraordinaire et tout ça, mais qu'on saurait recycler, et ça c'est un des paradoxes, c'est que le matériau composite, le gisement, c'est-à-dire la quantité de matière à recycler tous les ans, n'est pas suffisante pour justifier des investissements industriels qui permettraient de recycler ces matériaux. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est broyé, c'est brûlé, c'est tout ce qu'on veut.
Mais donc on va homologuer cette première version. Et puis on a déjà identifié des solutions qui permettraient d'avoir des fibres naturelles, fibres de lin, fibres de chanvre, qui seront fabriquées en France. Il y a des résines thermoplastiques entièrement qu'on peut refondre pour refaire des véhicules derrière. Il y a également des matériaux, des résines à base de pépins de raisin, à base de résine de pin qui commencent à voir le jour. Et donc, on se dit que demain, on espère bien que notre véhicule sera effectivement intégralement sourcés, enfin les matériaux qui permettent de le faire seront intégralement sourcés localement et que derrière on pourra réutiliser en fin de vie ces matériaux pour refaire des nouveaux châssis. Donc c'est effectivement, ça fait partie des axes stratégiques de développement de GazelTech. Okay. Peut-être une dernière question sur le design. Pour moi, on parle beaucoup de voitures autonomes, voitures individuelles. Tout à l'heure, on parle d'économie du partage. Moi, la question que je me pose, c'est quoi est-ce que dans 10, 20, 30 ans, on aura encore tous notre voiture individuelle parce que moi, ça pose la question sur les matières, sur les puces électroniques où on est déjà en shortage, etc. Et comment, en termes d'innovation sur l'usage et pas que technique, comment tu vois la voiture et comment GazelTech s'inscrit dedans? Alors, je pense que l'usage, effectivement, va naturellement vers du partage et tout ça, parce que je pense que les ressources vont nous amener à partager. Et également parce que si jamais on réfléchit vraiment purement énergétiquement sur un véhicule, comme je vous le disais, les 3/4 de la conso d'un véhicule, c'est le poids. Donc, si jamais je mets une personne, aujourd'hui, la moyenne d'occupation d'un véhicule, c'est 1,2 personnes par véhicule. Donc, en gros, il y a une personne. Et une voiture moyenne fait 1300 kg pour déplacer quelqu'un qui fait 75 kg. Donc en gros, on dépense de l'énergie à déplacer des bagnoles, quoi. Pour info, en comparaison, notre véhicule va faire 800 kg à comparer à une Zoé qui fait 1,6 tonne, par exemple, plus un véhicule électrique. Et donc si jamais on réfléchit, pourquoi le partage ? Parce que typiquement, si jamais je mets 2 personnes, je fais du covoiturage et que je mets 2 personnes dans le véhicule, là, je redivise par 2 l'énergie consommée pour me déplacer. Et donc, ça veut dire que pour moi, le partage va être probablement obligé par la limitation de l'énergie disponible et des matériaux et tout ça. Donc ça effectivement, c'est quelque chose vers lequel on commence à réfléchir. Et on imagine même des systèmes qui permettraient, pourquoi pas, de financer des véhicules, de les mettre à disposition gratuitement auprès de personnes qui pourraient les financer en rendant un service à la collectivité. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et je pense que ça va vraiment être le futur probablement des business models automobiles. D'accord. Super. Alors, une dernière question avant de passer à Gobilab. Quels conseils tu donnerais, quels sont les facteurs clés de succès ou quels conseils tu donnerais justement à des industriels ou des futurs industriels pour se lancer dans designer des produits aujourd'hui? Comme je vous le disais, avec l'exemple de notre châssis qui permet un assemblage différent et tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte d'entrée de jeu. Avec, si on peut... des analyses de cycle de vie, des choses comme ça. Je pense que de toute façon, l'avenir et les contraintes écologiques nous amèneront à rechercher l'efficacité énergétique, un approvisionnement local, comme on a pu le voir avec les crises sanitaires et peut-être géopolitiques demain et tout ça, et on va dire un recentrement de nos besoins autour de ce qui est disponible autour de nous. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des choses à intégrer maintenant, simplement pour se protéger des revers. Et on est dans un monde qui évolue très vite, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc pour moi, c'est plus un gage de sécurité que prendre un risque, en fait, l'éco-conception. D'accord, super. Merci beaucoup, Gaël. Moi, je retiens beaucoup, quand on parle de design produit, en fait, c'est comment designer de nouveaux usages et pas que innover sur la tech. Parce que j'ai l'impression qu'avec le nouveaux usages, on peut avoir une énorme réduction de l'empreinte en CO2 et pas que passer sur l'électrique, par exemple. Donc, et une notion aussi d'ACV qui fait aussi le lien, du coup, avec l'intervention de Samuel. Si tu veux prendre la suite. Donc, merci beaucoup, Gaël. Bonjour. Donc, Samuel, directeur général, cofondateur de Gobilab. Alors, Gobilab, c'est quoi ? On est une entreprise qui fabrique et qui qu'on essaie de rendre accessibles des objets réutilisables qui ont un impact positif
Et on a commencé notre entreprise il y a une dizaine d'années en créant un premier modèle de gourde. Et maintenant, on a plusieurs modèles de gourde. On vient de sortir des couverts en inox. On s'est créé pour répondre à un besoin qui était comment est-ce qu'on lutte contre les déchets qui sont générés dans les bureaux par les gobelets, les petits gobelets en plastique, 500 ou 600 gobelets par salarié par an, et les petites bouteilles d'eau que vous avez peut-être tous dans vos sacs. La petite bouteille que vous allez acheter à la boulangerie, vous allez boire et vous allez l'acheter et donc vous allez remettre un déchet, vous allez créer un déchet en fait. Donc on a travaillé sur la sortie d'une première gourde et très rapidement on s'est dit si on fabrique une gourde, on n'a pas inventé la gourde, hein. Ça fait 10 000 ans que les gens utilisent des gourdes. Pourquoi est-ce que les gens n'utilisent plus des gourdes aujourd'hui ? Ça, c'est le raisonnement qu'on a eu en 2010. Depuis, le marché a pas mal suivi et les gens commencent à s'approprier cet objet. Pourquoi les gens n'utilisaient pas la gourde en 2010 ? Parce qu'ils trouvaient que probablement ça ne répondait pas à leurs besoins. Donc on revient à la question du besoin de l'utilisateur. Besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la gourde, voir si c'est propre. Besoin d'un format qui soit facilement transportable. Et voilà, besoin de pouvoir personnaliser sa gourde pour pouvoir l'identifier. Quand vous allez en réunion et que si tout le monde pose la même gourde, eh ben, au bout de 2 minutes, vous ne savez plus à qui elle appartient. Donc on a travaillé autour de cette problématique pour inventer un produit donc, qui soit une gourde qui s'appelle Gobi, qui réponde à ce besoin. Et très rapidement, on s'est dit, cette gourde, évidemment, on va la faire en France. Évidemment, on va la faire en France parce qu'on savait qu'il y avait des tas de fabricants de gourdes qui étaient en Chine, mais on s'est dit ça n'a pas d'intérêt pour nous d'aller chercher une gourde en Chine et d'essayer de recréer un système où j'ai du transport. Je fais venir des produits de Chine et j'essaie de combler un problème avec une solution qui est probablement pas une bonne solution. Et à ce moment-là, on a découvert l'éco-conception. On ne vient pas du tout de ce monde avec mes associés. On a découvert l'éco-conception en allant dans des rencontres comme ici. On a rencontré des gens qui étaient des éco-concepteurs et qui nous ont dit « mais on peut travailler sur l'amélioration de votre produit » avant même qu'il existe. Et donc, on a travaillé avec eux en éco-conception, donc on va peut-être en parler dans un instant de manière plus détaillée, sur comment est-ce que je mesure les impacts de mon produit, comment est-ce que je les diminue et comment je suis capable de les évaluer et d'être certain que la solution que je propose, elle a un avantage environnemental, voire social, par rapport à d'autres solutions qui existent. Si je fais le parallèle avec ce que disait Gaël, une voiture qui fait 800 kg et qui transporte 2 personnes, c'est mieux qu'une voiture qui fait 1300 kg et qui transporte une personne, voire 2. Donc on a travaillé de cette manière-là, en essayant d'évaluer les avantages qu'on aurait à toutes les solutions techniques qu'on imaginait, ou toutes les solutions de design, par rapport aux inconvénients des solutions qu'on essaie de remplacer. D'accord. Et alors donc, effectivement, cette notion d'ACV qui a été clé dans votre approche, et du coup, en termes de solutions aujourd'hui, l'éco-conception, comment elle se traduit concrètement dans tes produits ? Bon, alors là, j'ai pris un modèle que j'ai sorti l'an dernier. Donc c'est une gourde, c'est encore un nouveau modèle qui s'appelle Gobi Street qui est éco-conçu. Donc c'est un produit qui est soufflé, ça c'est du plastique. C'est un plastique qui est sans bisphénol, qui est soufflé, qui fait 50 centilitres, qui est assez mou. L'éco-conception, c'est de travailler avec le cabinet d'éco-conception et le souffleur qui fait la bouteille, de définir la bonne épaisseur de matière. Là c'est un peu mou, j'aurais pu mettre 10 grammes de plus de plastique. Et du coup, ça aurait été un peu plus rigide. Mais est-ce que finalement, j'en ai besoin dans la fonction que j'essaye de remplir, d'avoir 10 grammes de plastique de plus ? Non, à la main, vous auriez senti que c'est un peu plus rigide. Donc, on s'est dit, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, on fait une économie de quelques grammes de plastique par gourde. Si on en vend 100 000, on fait une économie de 5 tonnes de plastique. Donc, c'est raisonner en amont sur est-ce que les choix que je fais de conception ont un impact et est-ce que je peux le minimiser avant même que le produit n'existe. On a fait ce même travail sur le bouchon, où c'est un bouchon en polypropylène, celui-là. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs matériaux que le polypropylène ? Et on a trouvé un fabricant qui est en Norvège, qui insère de la sciure de bois. Ils ont des grosses scieries en Norvège, puisqu'ils produisent beaucoup de bois. Donc, il insère de la sciure de bois à l'intérieur du polypropylène. Donc, on a une partie du bouchon qui est biosourcée. On ne peut pas mettre la totalité du bouchon en biosourcé, parce que sinon j'ai des problématiques de résistance thermique, ça résiste moins à la chaleur, ça va être plus cassant. Donc on fait un arbitrage, j'ai besoin que ça résiste à la lave-vaisselle, j'ai besoin que ça résiste à la casse, mais je vais essayer de mettre 20% de biosourcé, 30%, 40%, donc on fait des tests, et puis on voit, tiens, à 40 ça marche plus, à 30 ça marche. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand je fais ça sur ce bouchon-là, je pourrais vous le montrer de plus près, il y a des petits défauts d'aspect, en fait. La matière se blanchit un petit peu. Donc quand on a lancé le produit,
il y a des tas de retours consommateurs qui se sont dit « Ah, mais c'est moche, il y a des petites traces blanches. » Et donc, nous, on s'est dit « Bah oui, c'est normal, c'est la sciure de bois qui est incorporée, qui se transforme de cette manière. » On n'en avait pas du tout parlé. Dès qu'on a dit sur notre site internet « Il est normal qu'il y ait un aspect qui soit particulier, qui donne de la vie au produit parce que c'est éco-conçu et donc ça réagit de manière différente », on n'a plus aucun commentaire sur le truc. Donc on a aussi une question d'explication de la démarche qui est hyper importante selon nous pour faire adopter ces produits. Mais je pense exactement comme Gaël, de faire accepter des solutions différentes, c'est-à-dire on explique le bénéfice environnemental qu'on va avoir à l'utiliser, on explique la démarche d'éco-conception, on explique comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué, quelles sont les études qu'on a faites pour arriver au produit. Et justement, par rapport à ça, tu disais que vous étiez le fournisseur de la COP 2021, que vous arrivez à toucher des gros acteurs du B2B. Comment, parce que la gourde, c'est un marché, il y en a plein des gourdes de partout. Ouais. Est-ce que l'éco-conception, ça vous aide à avoir un vrai facteur différenciant? Et si oui, pourquoi? Alors, ou comment? Donc l'éco-conception, pour nous, c'est prendre en compte l'ensemble des impacts tout au long de la chaîne, donc du sourcing de la matière jusqu'à la fin de vie. Et donc, on a travaillé avec des spécialistes du sujet, là, un cabinet qui s'appelle MU, Coopérative MU, qui sont une boîte d'éco-conception spécialisée là-dedans, qui a mesuré les impacts tout au long de la fabrication et de la fin de vie du produit. Ce qui nous permet de dire, tiens, pour le transport de la résine plastique, je consomme tant de tonnes de CO2, mais si je me compare à la solution que je remplace, j'ai un bénéfice par rapport à du gobelet qui vient de Chine, etc. Sur l'utilisation, je consomme plus d'eau qu'un gobelet pour le laver, puisque c'est un produit que vous lavez. Donc du coup, vous allez le laver, vous allez consommer de l'eau pour le laver. Par rapport à un gobelet, vous ne lavez pas un gobelet. Mais sur la totalité du cycle de vie du produit, sur la totalité de la vie du produit par rapport à des solutions qu'on remplace, on sait évaluer qu'on est meilleur. Et ça, on est capable en éco-conception de mesurer l'ensemble des impacts à tous les moments de la chaîne. Et donc, on est capable de raconter ça à nos acheteurs, notamment les groupes, les grands groupes ou même les PME qui sont sensibilisés maintenant de plus en plus au Made in France, aux conditions sociales de fabrication des produits, de leur dire, nous, ce produit-là, voilà son impact environnemental, voilà où il est fabriqué, c'est monté dans un ESAT, c'est monté dans un chantier d'insertion, voilà à quel endroit c'est fabriqué, le bouchon il est fabriqué à Raon-l'Étape, le corps de la bouteille il est fabriqué à Sens. On est capable de raconter ça, on est capable d'emmener les entreprises voir les gens qui les font. Donc on crée une proximité avec le consommateur qui peut justifier une différence de prix. Ça, c'est un produit que je vends sur mon site internet 20,50 €. Si vous allez dans n'importe quelle boutique à Bordeaux acheter une gourde, ça coûte 20,50 €. Donc ce ne sera pas le même modèle, ce sera une gourde chinoise qui a fait du bateau, qui a été achetée par un revendeur qui l'a acheté 5 €, qui l'a vendu à un distributeur qui l'a acheté 10, qui la vend à une boutique, et puis c'est vendu 20, 25 €. Ce n'est pas complètement le même produit. Moi, ce n'est pas isotherme, donc si vous voulez une gourde isotherme, moi, j'en ai pas, parce que je ne sais pas la fabriquer d'un point de vue économique. Et donc, ce n'est pas forcément plus cher? C'est pas forcément plus cher, ouais. Non. Donc le Made in France, éco-conçu, avec beaucoup... c'est pas forcément plus cher qu'un produit sourcé en Chine. C'est ça. Oui, et on fait des choix après dans la gestion de notre entreprise de dire on fait faire ça et on fait monter ça dans un ESAT. Donc peut-être que ça me coûte plus cher, mais en fait c'est pas très grave. J'arrive à rester dans des prix de marché, voire même quand je dis à une entreprise, par exemple, c'est un produit que je vends aux entreprises, si je leur dis ça coûte 15 €, l'entreprise va me dire oui, mais je peux trouver une gourde chinoise à 10 €. Et on leur dit achetez des gourdes chinoises à 10 €. Nous, c'est pas ça qu'on vous vend en fait. On vous vend un produit qui répond à un besoin et un cahier des charges qu'on est capable de vous expliquer et qu'on transmet en fait à l'acheteur pour que l'acheteur, donc l'entreprise, soit capable lui-même de le transmettre à ses employés quand il distribue nos produits. Et c'est vachement important pour l'acceptation du produit de comprendre pourquoi il a des petits défauts d'aspect, pourquoi est-ce qu'il y a des petites traces blanches, pourquoi est-ce qu'il a telle et telle forme, pourquoi est-ce qu'on a fait tel et tel choix de design, pourquoi, etc. Ça aide le consommateur à comprendre le produit et du coup à l'accepter comme il est et pas à fantasmer des usages ou des utilisations qu'on peut avoir sur des produits qu'on ne connaît pas en fait. Super. Et alors, en préparant l'entretien, je trouve que tu as une phrase qui était une question qui était, je trouvais, très intéressante, c'est l'écologie sans éthique est-elle possible? Et en parlant du Made in France, est-ce que tu peux... Pour nous, c'est un vrai sujet. Est-ce que si je prends une gourde chinoise et que je mets un bouchon en bambou, je peux dire que c'est éco-conçu?
il y a pas mal de produits qui sont sur le marché dont on dit que c'est éco-conçu, mais en fait, quand on regarde, on ne sait pas exactement sur quoi apporter l'éco-conception. Est-ce que c'était sur la globalité, ce que tu disais tout à l'heure, sur la globalité du processus ou juste sur une micro-partie? Et donc on peut dire, ouais, c'est éco-conçu parce qu'en fait, j'ai fait un micro-effort sur un détail du produit. Et le second volet, c'est que la protection de l'environnement, c'est bien, et donc on peut avoir des produits qui sont vertueux, mais s'ils sont mal faits dans des pays avec des normes sociales qui sont différentes, finalement, on peut avoir éventuellement un bénéfice environnemental, mais on n'a pas de bénéfice global au niveau de la société, quoi. Donc nous, ça nous intéresse aussi de valoriser le Made in France en disant c'est pas que la dimension, enfin c'est la dimension de production, ça peut avoir une dimension d'inclusion sociale en faisant travailler des gens qui sont en chantier d'insertion, etc. Et donc la valeur du produit, elle reste dans l'écosystème français. Ça fait travailler des injecteurs, des souffleurs, ça fait travailler Là, je fais travailler des gens à Thiers qui font des couverts en inox. Ben, voilà, ça maintient de l'emploi à Thiers dans une petite coutellerie où il y a 10 employés qui fait nos couverts. Et comment du coup, il y a le travail de raconter cette histoire-là, etc., pour le différencier? Est-ce qu'il y a des labels ou comment, quand on a un consommateur, il y a des choses qui aident ce type de démarche-là à faire le distinguo entre c'est fait par un enfant en bambou ou c'est fait dans les Alpes à 20 km de chez moi, quoi? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se disent on est marque française, par exemple. Ça existe beaucoup là, depuis 2-3 ans, donc le franco-lavage. Je suis une marque française, j'importe des produits de Chine d'ailleurs, enfin de partout, mais je me dis marque française, je mets un petit drapeau français, donc ça, il n'y a pas du tout de réglementation. Donc il y a le label Origine France Garantie, qui est un label que nous, on n'a pas, alors qu'on fait tout en France, on ne l'a pas parce qu'il faut payer un organisme de certification, que ça coûte 5 000 € et qu'on n'a jamais eu 5 000 € pour faire ce label. Mais là, je crois qu'on va être obligé juste pour... Ben, nous, on peut faire visiter nos usines, donc c'est quand même plus facile de montrer qu'on est français. Donc il y a ce label Origine France Garantie, et puis après, on est membre de communautés d'entrepreneurs, Impact France et des choses comme ça, où on pousse aussi pour la reconnaissance. Par exemple, ce qui nous intéresse, ce serait qu'il y ait un crédit impôt Impact, par exemple, comme le crédit impôt recherche, qui permettent de financer des produits en éco-conception et de bénéficier d'aides pour améliorer les produits qui soient faits en France, par exemple. Ok. Une dernière question, peut-être, facteur clé de succès, comment à 3 ans favoriser ce type de démarche-là? Alors pour vous, mais aussi plus largement, qu'est-ce qui ferait? Alors on vient de parler là, de ce type de démarche de label, mais est-ce que tu vois d'autres facteurs clés pour réussir ce type de pivot vers d'autres produits, d'autres modèles? Alors, bon, nous, mais là, pour parler à la salle de manière plus appliquée, parce que nous, on a des réflexions comme Gaël sur la réutilisation, la fin de vie, le réemploi de nos plastiques. Donc, on est dans des programmes de recherche sur les problématiques d'alimentarité des plastiques recyclés. C'est pour ça qu'on a aussi des produits en verre et qu'on essaie de répondre à des besoins. Non, plus largement, là, dans le programme France Relance, il y a beaucoup d'argent qui est mis pour l'éco-conception, mais plein, qui sont des programmes financés par l'ADEME. Il y a des diagnostics qui sont financés, il y a des études d'éco-conception qui sont financées, il y a des études de prototypes qui sont financées, qui permettent de travailler en éco-conception. Donc là, il faut trouver des cabinets d'éco-conception proches de chez vous, qui sont capables de mobiliser les financements, et du coup, d'intégrer de manière complètement naturelle la démarche d'éco-conception, idéalement dès l'origine de l'idée, quoi. Avant même d'avoir des produits, parce que quand on intervient une fois que le produit existe, c'est toujours plus dur de tout changer. Mais si on intervient dès l'amont, on peut se poser les bonnes questions dès le début, et il y a beaucoup de subventions qui sont à disposition. Donc moi, mon conseil dans les 3 ans, c'est que tout le monde aille prendre des subventions et essaye de faire financer ces projets et ces études d'éco-conception. Super, merci beaucoup. Donc on a notre voiture, notre gourde, il manque plus que la planche. Et on est parti. Donc, Basile Gentil, cofondateur de Nomad Surfing. Bonjour. Du coup, Nomad Surfing, c'est quoi et pourquoi vous l'avez créé? Alors, Nomad Surfing, c'est une entreprise bordelaise créée en 2018. Donc, on est 3 associés cofondateurs. Et en fait, on a pour mission la protection de l'océan via le développement de nos produits pour les surfeurs, mais aussi le financement d'associations via 5% de notre chiffre d'affaires avec des associations partenaires. Et aujourd'hui, donc, on développe des planches, mais aussi toute une gamme d'accessoires pour les surfeurs éco-conçus en France. Aujourd'hui, l'industrie du surf, c'est, comme tout le reste, un grand challenge puisque la grande majeure partie des produits sont fabriqués à bas coût en Asie,
Donc il y a un réel besoin déjà de réindustrialiser tout ça en France et de proposer une réelle alternative pour les surfeurs. Nous, en fait, l'histoire de Nomade, c'est né d'un constat qu'on fait tous maintenant sur le littoral aquitain ou ailleurs partout dans le monde, c'est qu'on est submergé de déchets, notamment de déchets plastiques. Donc c'est comment apporter notre pierre à l'édifice sur des produits en grande majeure partie issus de déchets. Voilà. D'accord. Alors concrètement, tu me disais il y a plusieurs volets. Comment ça se concrétise sur les produits? Ouais, alors concrètement, sur on produit que des planches labellisées EcoBoard. Donc il y a un organisme qui certifie qu'on utilise des matériaux alternatifs, donc des résines époxy biosourcées, des pains de mousse biosourcés également. Donc l'idée, c'est d'apporter cette alternative. C'est une alternative un peu moins poussée que ce que vous avez vu peut-être juste avant avec Notox, qui est vraiment précurseur sur le développement de planches avec des fibres de lin notamment, que nous on utilise vraiment à la marge pour l'instant. Et ensuite sur tout le volet accessoires, là voilà, on essaie de proposer une réelle différence. Aujourd'hui on développe des ailerons de surf fabriqués en France à Thiers notamment justement, à partir de filets de pêche, donc des filets de pêche qui sont collectés dans les ports et en mer, ce qu'on appelle les filets fantômes. Et l'idée donc c'est vraiment de recycler cette matière. Donc c'est forcément des procédés de recyclage énergivores également. On est bien conscient que c'est pas neutre en CO2, mais ça nous permet vraiment de valoriser ces déchets en fait. Et ensuite, de la même manière, on produit des pads, donc c'est ce qu'on met à l'arrière des planches pour faire grip en fait, qu'on conçoit dans les Landes à partir de bouchons de vin. Donc ça nous parle un peu plus sur le territoire, à partir de bouchons de vin usagés. Donc voilà, et on travaille énormément en parallèle sur le recyclage en fait des accessoires de surf, du matériel de surf en fin de vie, pas forcément le nôtre, de toute la filière, donc notamment sur les planches, mais aussi sur les combinaisons néoprène, puisqu'il y a un énorme gisement sur les combinaisons. Voilà. Et donc c'est à la fois sur le sourcing de matériaux qui sont issus de déchets ou qui sont biosourcés, mais aussi de réfléchir à comment les produits, quand ils sont en fin de vie, les récupérer pour donner une seconde vie aux matériaux sur d'autres filières. Ouais, tout à fait. On a la chance d'avoir un secteur qui est en forte croissance. Il y a un énorme engouement sur le surf ces dernières années, mais ça aussi, sa face cachée, on va dire, c'est qu'il y a énormément d'écoles de surf, il y a énormément de clubs de surf et qui consomment beaucoup de matériel, un matériel qui va faire 1 ou 2 saisons dans un club. Donc chaque année, on se retrouve avec des quantités monstrueuses de planches et de combinaisons qui ne sont plus en état de servir. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est l'enfouissement ou la valorisation énergétique, puisque c'est recycler ce matériel, c'est beaucoup de travail manuel, notamment pour les planches, où il faut séparer le polymère, donc résine fibre, du pain de mousse, sachant qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à facilement recycler la mousse, donc le noyau de la planche, mais toute l'enveloppe, donc résine fibre, là, comme ça a été dit tout à l'heure sur les voitures, c'est des déchets qui aujourd'hui sont difficilement recyclables, donc ça peut se faire dans le BTP via leur réintégration à du bitume par exemple, mais c'est pas du tout développé, il n'y a pas de filière en place, et c'est un peu le parcours du combattant pour essayer de valoriser ça. Et ensuite sur toute la partie on va dire néoprène, nous le challenge c'est qu'aujourd'hui si on veut valoriser des gisements d'une telle importance en les remployant juste pour notre application dans le surf, on va être très limité. Puisque on ne peut pas refaire une combinaison de surf à partir d'une vieille combinaison de surf. Donc il faut trouver une autre vie à ce déchet. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment de développer une matière en fait, à partir de broyats de combinaisons, qui va nous permettre d'aller toucher d'autres secteurs d'activité, le BTP ou autre, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une telle masse de produits en fin de vie qu'il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Et là, tu me disais, il y a une REP qui va sortir. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots sur en quoi ça consiste et en quoi, du coup, c'est une opportunité pour vous? Donc, c'est très similaire à l'écotaxe sur les produits électroménagers. Là, il va y avoir une écotaxe 1er janvier 2022 sur les articles loisirs, jeux, jouets, loisirs, il me semble. En fait, elle ne va pas être payée par le consommateur, elle va être payée par les producteurs. D'où un énorme travail en amont sur toute la filière avec des clusters, donc avec tous les gros du secteur du sport et loisirs,
sur que faire en fait de ces matériaux en fin de vie. Donc c'est un double intérêt puisqu'en plus la loi évolue et va faire en sorte que les très gros producteurs de ces produits, les metteurs en marché, que nous ne sommes pas, parce qu'on est quand même une toute petite entreprise, vont devoir aussi réfléchir sur ces sujets-là. Donc nous, on est un peu les précurseurs ou les pionniers, comme vous disiez tout à l'heure, puisqu'on essaye déjà de réfléchir à tout ça. D'accord. Donc en fait, on est encore une fois sur le cycle de vie, sur les matières. On parlait de fabrication aussi, je crois que les planches sont faites à Biarritz et à Porto aussi. Donc on est vraiment sur une industrie qui est locale et une entreprise qui pense la fin de vie et vous agissez sur la fin de vie pour pas que ça devienne enfoui ou de la valorisation énergétique. Donc il y a une notion de comment on passe de l'éco-conception finalement à un design responsable et engagé sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et du coup là aujourd'hui, vous nous disiez que vous étiez 3. C'est quoi votre vision à 3 ans en termes de développement ou de freins à opportunités? Comment vous voyez la suite? Alors, on a beaucoup de développement produit en cours en fait en parallèle. Donc c'est vrai que des fois on se demande toujours lequel va être prêt en premier. mais voilà, l'idée c'est vraiment de continuer à développer notre gamme pour les surfeurs, toujours dans la même ligne. Donc aujourd'hui, on est capable de faire un aileron à Clermont-Ferrand à partir de filets de pêche. Demain, l'idée c'est d'étendre cette gamme d'ailerons avec du carbone recyclé de l'industrie aéronautique, avec d'autres matières recyclées. Et ensuite, pareil, étendre la gamme sur les autres accessoires. On travaille notamment avec un déchet que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les tongs. Il y a énormément de tongs qui sont jetés à la poubelle chaque année, c'est assez astronomique. Et on s'est dit, en fait, on parle plus dans l'éco-conception, nous, donc on n'est pas du tout des spécialistes, mais on est plutôt à se dire, on va prendre un objet. On connaît l'usage, typiquement dans le surf, un pad, il est là pour faire grip sur une planche. En fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme déchet là qu'on a sous la main, plutôt que d'aller acheter un pad en Asie à partir de mousse VA vierge, donc de ressources pétrolières. Qu'est-ce qu'on a sous la main qui peut faire l'affaire en fait? Et là, on fait machine arrière sur comment d'une tongue on passe à un revêtement en fait de planche. Donc il faut broyer, agglomérer, donc il y a plein de processus après qui rentrent en jeu. Mais on fait plutôt à reculons que dans l'autre sens. On révolutionne pas la pratique du surf, hein. On n'a pas inventé un nouveau type de planche ou autre chose. C'est vraiment compenser les matériaux, trouver des alternatives durables et faire en sorte que ça s'insère aussi dans l'économie circulaire. Ok. Super. Écoutez, merci à tous les trois. On a du temps pour des questions-réponses, si vous voulez. Alors, vous vous en rappelez? Voilà, donc, je suis chez Lazekovic, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine, donc service économie circulaire. Et donc, je suis intéressée, c'est la même question, en fait, 2 questions pour vous 3. La première, c'est la question d'approvisionnement. Est-ce que vous avez eu les difficultés de vous approvisionner, notamment vous en matériaux composites, et comment vous le faites, notamment au niveau de collecte, est-ce que c'est via les partenaires ou autrement? Et la deuxième question, c'est toute l'étape de développement recherche. Est-ce que vous-même, vous avez des ressources humaines qui sont capables de faire vraiment cette partie de recherche, par exemple, tester des matériaux, résine de pin et sa résistance pour l'usage final? Ou est-ce que vous avez des partenariats avec des laboratoires privés, domaine universitaire ou... Merci. Merci. Alors les appros d'abord, est-ce que c'est un problème pour vous sur les matériaux composites ou les tongs? Je commence. Pour nous, il n'y a pas eu de problématique, en tout cas jusque-là, sur l'approvisionnement. Encore une fois, sûrement dû au fait que la majeure partie de nos fournisseurs sont en France. Après, on sait qu'il y a des grosses pressions sur les matières plastiques, résines, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu affaire à ce genre de problème. Donc on espère que ça continuera ainsi. Et ensuite, surtout le volet accompagnement, nous on fait tout en interne. On travaille pas avec des cabinets, on travaille pas avec des tierces parties, on va dire, sur la recherche. On fait vraiment ça. C'est notre pain quotidien.
Alors nous, on utilise des ressources en partie pétrochimiques, du plastique pétrochimique. Donc on fait du coup de la veille nous-mêmes sur les nouveaux matériaux. Est-ce qu'on peut incorporer du biosourcé? Combien? Comment il est fait? Est-ce qu'il est vraiment biosourcé? Est-ce que ça rentre en compétition alimentaire? Enfin voilà. Donc du coup, on travaille en anticipation puisqu'on trouve de la résine plastique sans difficulté. La question c'est est-ce qu'on en trouvera dans 30 ans? On n'en trouvera peut-être plus. Et du coup, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui le produit de demain avec une autre source, avec d'autres matériaux? Et pour ça, nous, on travaille avec des sous-traitants qui font en fait nos fabrications, qui sont des injecteurs, des souffleurs, des choses comme ça. Il y avait, je crois, quelqu'un de Greenfield tout à l'heure qui était à la table ronde. On discute avec tous les fabricants de matières et après, on envoie des échantillons à notre usine en leur disant est-ce que vous pouvez tester ce produit? Ils moulent des pièces. Et après, on voit si ça marche mécaniquement, chimiquement, etc. Donc, on fait un peu en interne ou avec nos partenaires habituels des tests. Et en revanche, la veille, c'est nous qui la faisons, la veille matériaux. Et alors, nous, de notre côté, en termes d'approvisionnement, c'est vrai qu'on a été un peu impacté par on va dire, la crise un peu en cours, qu'elle soit sur le semi-conducteur ou l'augmentation des prix des pièces, simplement parce que nos partenaires, nos fournisseurs de sièges, de moteurs, de tout ce qu'on veut, ont eu à faire face à une augmentation des prix de la matière première. Sur le matériau composite, en particulier aussi l'augmentation de prix. Mais c'est vrai que comme aujourd'hui, on n'est qu'à la phase de prototype, on assemble quelques véhicules par an, on n'a pas de vrais problèmes, on n'est pas encore en série. À partir de l'année prochaine, par contre, la question va vraiment se poser. Et c'est vrai que je pense que dans ce cadre-là, plus on aura des matériaux qui ont été sourcés localement, moins on sera sujet justement à ces variations au niveau international, que ce soit le bouchement le bouchage ou bouchement, je sais pas, du canal de Suez ou ce genre de problème. Et après, donc nous, on a vraiment, on développe en interne tout le savoir-faire autour des matériaux. Pour tout ce qui est simulation, mise en œuvre jusqu'à présent, mais on travaille aussi avec des partenaires industriels pour la production en série. Et par contre, pour tout ce qui est caractérisation de ces matériaux, on n'est pas aujourd'hui équipé de moutons de Charpie et autres machines un peu spéciales. Et donc, on a des partenaires universitaires et des laboratoires privés qui nous permettent de caractériser finement les matériaux pour ensuite simuler un crash de façon parfaite, quoi. Voilà. Super. Alors, une autre question là-bas. Oui, bonjour. Je voulais savoir, notamment en termes de modèle économique, alors notamment c'est pour les micro-usines, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui arrive entre guillemets ou qui arrivera assez rapidement à un point d'équilibre, ou au contraire c'est quelque chose aujourd'hui qui est trop compliqué par rapport peut-être à d'autres usines, des méga usines, sachant qu'en plus je crois que les marges sont assez faibles dans la vente effectivement de véhicules. Alors c'est une très bonne question. Effectivement, l'automobile, l'industrie automobile est une industrie qui a une marge extrêmement faible, qui est de l'ordre de 5% à peu près. Donc il faut, on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre pari à nous, et duquel on est relativement sûr, c'est qu'au contraire, cette nouvelle approche va nous permettre d'éliminer tout un tas de coûts cachés liés à l'industrie traditionnelle, que ce soit l'absentéisme, que ce soit la malfaçon, que ce soit des coûts de transport importants, parce qu'aujourd'hui, on assemble une voiture dans la Gigafactory de Chine, pour parler de Tesla par exemple. Après, il faut la transporter jusqu'ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un coût quand même important de transport, alors que quand on transporte des pièces, on peut être beaucoup plus efficient en termes d'utilisation de l'espace et de l'énergie, donc moins cher. Donc ça, c'est vraiment notre pari. Et nous, du coup, après, toute la logique, et là où on retrouve aussi des marges, c'est que quand on a un véhicule qui consomme moins d'énergie, du coup, on a besoin d'une batterie moins grosse pour faire la même distance. Et donc, ça veut dire que notre véhicule, comme la batterie aujourd'hui, c'est 40% du prix du véhicule électrique. Donc, si jamais on a une batterie qui est 2 fois moins grosse, on regagne 20% de marge gratuite, entre guillemets, et qu'on peut réutiliser et réallouer à autre chose. Donc, justement, toute l'analyse doit être faite le plus tôt possible pour que l'éco-conception ou l'approche innovante que vous mettez en place puisse vous permettre de tirer des gains
qui vous donneront des marges supplémentaires pour financer forcément des postes, peut-être une matière un petit peu plus chère ou des choses comme ça, mais qui auront plus de sens et qui seront plus durables. Donc après, c'est un subtil équilibre à trouver, mais nous, d'après nos prévisions, on devrait être plutôt bien rentable, ouais. Mais largement au-delà des 5% de l'industrie classique. Voilà. Super. Une question, on alterne. J'ai une question pour Monsieur de Grémont. Du coup, quand vous testez différents matériaux pour vos gourdes, est-ce que vous faites en amont des tests de toxicologie et tout ça pour voir si c'est bien compatible, s'il n'y a pas de réaction avec l'eau, s'il n'y a pas de relargage dans l'eau et ce genre de choses? Alors, on achète, donc quand on a créé notre première gourde, on ne connaissait rien au plastique. Non seulement on ne connaissait rien à l'industrie, on ne connaissait rien au plastique, on ne connaissait rien à la fabrication. Donc on avait un gros déficit. Et du coup, on a travaillé. Quand on a commencé notre éco-conception avec nos éco-concepteurs, la société qui s'appelle MU, on leur a dit il faut qu'on prenne les plastiques qui soient où il n'y ait pas de risque toxicologique et de risque pour les utilisateurs. Donc, ils nous ont présenté une chercheuse qui était docteur en pharmacie spécialisée en toxicologie des matériaux, qui nous a fait une première liste en disant parmi tous les plastiques aptes au contact alimentaire, il y a tout cela. Et puis on a commencé à regarder après leur composition moléculaire, parce que moi j'y connais rien. Elle nous a dit tout ça c'est accepté, tout ça c'est toléré, mais dans cette liste de plastiques, il y a des molécules dont l'état de l'art nous dit qu'on ne sait pas. Et peut-être que c'est cancérogène ou pas, ou peut-être que c'est des perturbateurs, peut-être qu'on ne sait pas. Et donc on a fait une réduction la plus forte possible jusqu'à arriver au plastique qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Tritan, qui est un plastique très utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour faire des contenants réutilisables. On n'est pas capable, nous, de formuler des demandes de faire des formulations de plastique, puisque c'est un métier complètement différent. Donc on utilise, après avoir fait tous ces tests, on a été raisonnablement confiant de se dire que ce produit était intéressant pour nous. Ce produit, il est apte au contact alimentaire, évidemment. Le fabricant nous certifie qu'il est apte au contact alimentaire. Et nous, tous les 2 ans, on refait des tests complémentaires qu'on se paye nous-mêmes. Donc là, on fait appel à des labos externes sur l'ensemble des tests d'alimentarité qui sont évidemment obligatoires sur le marché. Même si on nous dit qu'ils sont alimentaires, on vérifie qu'ils sont bien alimentaires. Et en parallèle, on rajoute des tests supplémentaires sur des choses qu'on essaye de suivre, qui nous intéressent, éventuellement des relargages de perturbateurs, des choses comme ça, pour s'assurer que, même si on nous dit que le produit est bien, que nous, on puisse assurer aux consommateurs, en tout cas qu'on a fait des tests qui nous montrent que c'est utilisable. Et ça, on le fait avec des tiers, parce que c'est trop scientifique pour nous. Beaucoup de questions. Il nous reste. On va essayer de prendre 2 questions encore. Je suis désolé. Alors, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Merci. Moi, j'avais une question pour vous 4 et aussi pour vous, parce que du coup, vous faites partie de l'Institut national de l'économie circulaire. Je voulais savoir dans quelle mesure on peut dire qu'un produit il est éco-conçu, parce que j'ai conscience qu'il y a plusieurs critères, notamment celui de la durabilité. Donc, est-ce que, par exemple, je peux dire si je fais en sorte que mon matériau soit plus solide, donc ça va durer plus longtemps, par exemple. Est-ce que je peux dire qu'il est éco-conçu? Dans quelle mesure on peut dire qu'un produit il est éco-conçu? On va prendre une réponse pour essayer d'avoir... On va laisser parler les spécialistes. Non. Alors l'éco-conception, c'est une norme européenne en fait qui définit ça. Et c'est vraiment la prise en compte de tous les impacts environnementaux d'un produit lors de son cycle de vie, de la phase d'extraction des matières premières à sa gestion de fin de vie. Donc effectivement, si vous travaillez sur la robustesse du produit pour allonger sa durée de vie, on peut considérer qu'il est éco-conçu. Maintenant, il y a des subtilités. Bon. C'était parfait, non? On pourrait dire que disons, une éco-conception pourrait porter sur la durabilité du produit par le choix de son matériau, mais devrait envisager l'ensemble des éléments avant le choix du matériau et après jusqu'à sa fin de vie, quoi. Donc on va prendre on essaie de prendre plus de questions ou... Oui. Juste une mini remarque pour prolonger ce qui vient d'être dit. C'est que pour moi, je trouve que ça se rapproche un peu. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de ces sujets-là, mais de tout ce que je vois, ça se rapproche aussi un peu de la tendance low-tech qu'on voit émerger pas mal dans les médias
Et c'est un peu les mêmes logiques alors, je crois que dans je ne sais pas si c'est le cas dans l'éco-conception, mais dans le low-tech, il y a des choses comme la réparabilité, la consommation d'énergie, le fait que ce soit sourcé localement. Enfin, voilà, il y a quatre grands critères, je crois. Et pour moi, enfin, je ne saurais pas dire quelle est la différence entre les deux, en fait. Bonjour, déjà merci. Moi j'avais une question pour rebondir sur celle de monsieur. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup d'éco-conception dans le sens d'un usage plus responsable, mais est-ce que vous essayez aussi de vous approvisionner avec des matières recyclées plutôt que neuves? Je crois, pardon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je crois que vous avez eu je pense que c'est assez global effectivement comme approche. Et ici vous avez des gens qui utilisent des matériaux qui devraient partir en décharge. Vous avez des gens qui travaillent sur l'efficacité énergétique, d'autres qui travaillent sur du réusage en fin de vie. Donc, je pense effectivement que c'est à prendre tous ces aspects-là en compte, quoi. Moi, bonjour, j'ai une question pour Monsieur Gentil. Concernant l'aspect recyclage en fin de vie des produits, tu as parlé du recyclage des planches de surf. Je ne sais pas si ça a déjà été mis en place. Si oui, comment ça se passe en fait pour réaliser ce recyclage? Merci pour ta question. Ouais, du coup, on recycle déjà des lots de planches en fait qui nous sont envoyés justement par des éco-organismes sur des points de collecte. Donc, il y a une expérimentation qui a été lancée sur la région Nouvelle-Aquitaine avec des points de collecte notamment dans les Landes, dans les déchetteries des Landes et aussi en magasins spécialisés. Et en fait, nous, donc, on reçoit des lots de planches en vrac, tous les sports nautiques, bodyboard, stand-up paddle, voile, surf en mousse, surf en résine, mousse polyuréthane, mousse polystyrène. Donc après, voilà, il y a vraiment de tout. Et l'idée, en fait, c'est de caractériser déjà ce qu'on reçoit, de les trier, puisqu'il y a différents process qui vont entrer en jeu en fonction des types de planches qu'on va recevoir, des typologies. Et ensuite, on doit séparer les composants. Donc ça, c'est très manuel. On n'a pas de machine qui nous permette de décoller des revêtements, d'enlever de la résine avec la fibre du pain de mousse, d'enlever des lattes en bois. Donc tout ça, ça se fait à la main. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver des débouchés en local pour ces matières. Donc par exemple, la mousse polystyrène, une fois qu'on l'a récupérée, on va chez Élise. Élise Atlantique, je ne sais pas si vous connaissez, juste après le pont Chaban, qui se sont équipés depuis peu d'un compacteur de mousse polystyrène. Donc en fait, on refait des pains où on passe d'une densité d'une planche de surf qui est à 30 kg par mètre cube à plus de 300 kg par mètre cube. Donc, ce qui permet ensuite de transporter cette matière, puisqu'après, il y a forcément une grosse composante de transport, parce que transporter de l'air aujourd'hui, ce n'est pas très rentable. Donc, on doit compacter cette mousse pour qu'elle retourne en fait chez le producteur, qui lui va la réintégrer dans son process et dans sa recette de mousse en fait. Et ensuite, sur toute la partie, donc on a beaucoup de plastique aussi, les revêtements sous les planches en mousse, les plugs de dérive, les plugs de liche. Donc là, s'ils ne sont pas trop, on va dire, souillés par de la résine ou de la colle, on arrive aussi à les revaloriser via des circuits de recyclage classiques pour les différents types de plastique, polypropylène, polyamide. Voilà. Et ensuite, par contre, le gros challenge aujourd'hui, c'est les résines et les fibres. Donc aujourd'hui, on les valorise énergétiquement, mais bon, c'est un grand mot, mais ça veut juste dire qu'on les brûle dans des cimenteries, donc c'est pas top. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des grands groupes qui travaillent sur des résines, notamment thermoplastiques, donc là, qui vont vraiment nous permettre de passer un cap. Donc nous, on est en train d'expérimenter ces résines pour nos planches. En fait, c'est des résines qui peuvent être dissoutes, dissous. Et ensuite, on peut reséparer la fibre. Donc la fibre de verre est comme neuve, en fait. Et on peut utiliser cette résine comme un thermoplastique. Donc ça, c'est vraiment l'avenir pour les résines. C'est vraiment le next step. Je me suis un peu étendu sur la question. Non, c'était très complet, super intéressant. On déborde un tout petit peu. Donc on va arrêter les questions, malheureusement. Je donne peut-être le mot de la fin à Amélie pour clôturer ces deux tables. Merci beaucoup Grégory. Alors, merci pour votre attention. On a présenté des initiatives qui, on l'espère, vous seront inspirantes. L'objectif, c'est vraiment que l'économie circulaire, elle vienne transformer ensuite toute notre économie globale.
Peut-être 2 choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'atteindre la neutralité carbone. L'économie circulaire, c'est vraiment un vecteur pour atteindre cette neutralité. C'est vraiment en repensant l'usage des ressources, en limitant l'extraction de matières premières, en rebouclant, en allongeant la durée de vie de nos produits et en revalorisant tout ce qui peut être valorisé, qu'on arrivera à décarboner notre économie. Et enfin, deuxième chose, aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour tous ces sujets-là et toutes ces initiatives. À l'échelle nationale, il y a beaucoup de réglementations environnementales qui se succèdent. On en pensera ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique qui s'instaure. Et à l'échelle européenne aussi, c'est d'autant plus flagrant. Il y a le Green Deal qui s'est mis en place en 2021, qui va courir jusqu'en 2027. Le Green Deal, c'est beaucoup de financement, beaucoup d'investissements pour tous ces acteurs-là. C'est aussi beaucoup de stratégies et de réglementations qui vont s'appliquer. Donc voilà, c'est une vraie chance et une opportunité aujourd'hui. Donc merci et on espère qu'on va arriver à circulariser tout ça.